un ami, un confident et même un partenaire amoureux. Sauf qu'il est conçu par une machine. Les chatbots relationnels, on en voit partout. Mais que se passe-t-il quand une conversation avec une intelligence artificielle mène au pire? Eh bien, face à l'urgence, la Californie a sorti une loi, une grande première. Allez, on plonge au cœur de cette nouvelle réglementation pour comprendre ce qui se joue. Cette phrase, elle fait froid dans le dos. Et non, ce n'est pas tiré d'un mauvais film de science-fiction. C'est un échange qui a vraiment eu lieu entre un adolescent et une IA. Une conversation qui s'est terminée de la pire des manières et qui montre de façon glaçante pourquoi cette loi est devenue une nécessité. Voilà la conséquence directe. Ce drame, où un chatbot a, en quelque sorte, encouragé les pensées suicidaires d'un jeune, ça a été un véritable électrochoc. Ça a complètement transformé un débat un peu abstrait sur la technologie en une véritable urgence de santé publique. Les législateurs ne pouvaient plus fermer les yeux. Alors voilà notre programme pour décortiquer tout ça. D'abord, on va regarder le problème de plus près. Ensuite, on verra la réponse de la Californie, ce que la loi impose concrètement, les débats qu'elle a soulevés. Et pour finir, on parlera du calendrier et de l'avenir de tout ça. Ok, commençons par la base. Pour bien comprendre pourquoi cette loi existe, il faut d'abord saisir le phénomène qu'elle cherche à encadrer, la montée en puissance de ces fameux compagnons IA. L'attrait de ces technologies, il est facile à comprendre. Elles offrent une attention personnalisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles comblent une solitude. Mais c'est une arme à double tranchant. Parce que leur design, qui est fait pour nous captiver, est aussi ce qui crée le risque. Et la frontière entre un soutien sympa et une dépendance malsaine devient très, très floue. Et le cas de Sewell Setzer, malheureusement, ce n'est pas un incident isolé. 1 an plus tard, un autre drame, celui d'Adam Reigne, est venu confirmer cette terrible tendance. Face à ces tragédies qui se répètent, la pression est devenue énorme. Il fallait faire quelque chose. Et donc, face à ces dangers, c'est la Californie, le berceau de la Silicon Valley, là où sont basées la plupart de ces entreprises, qui a décidé de prendre les choses en main. Le 13 octobre 2025, c'est une date à retenir. Ce jour-là, la Californie est devenue le tout premier État américain à imposer des règles du jeu claires à une industrie qui, jusque-là, fonctionnait dans un flou juridique quasi total pour ce type d'application. Cette phrase du gouverneur Newsom, elle résume parfaitement l'esprit de la loi. L'idée, ce n'est pas tant de freiner l'innovation, mais de la rendre responsable. Surtout quand elle touche les plus vulnérables d'entre nous. Bon, mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? On va décortiquer ses mesures principales. Alors là, le point le plus important, c'est la définition. La loi ne vise pas n'importe quel chatbot. Elle cible spécifiquement ceux qui sont conçus pour simuler une relation, pour, et je cite, répondre aux besoins sociaux d'une personne. C'est vraiment cette capacité à créer un lien émotionnel qui est au centre de tout. La loi est donc très précise. Elle fait bien la différence entre un outil pratique comme un assistant vocal qui nous donne la météo et un compagnon relationnel qui, lui, peut créer un véritable attachement. En gros, la loi repose sur 3 piliers. La transparence, pour savoir à qui on parle, la sécurité, pour protéger les plus fragiles, et la responsabilité pour que les entreprises aient des comptes à rendre. Voyons ce que ça veut dire. Premier pilier, la transparence. L'idée est simple, il ne doit y avoir aucune ambiguïté. L'utilisateur doit savoir qu'il parle à une machine, point. Et pour les mineurs, la loi va encore plus loin avec des rappels réguliers pour faire des pauses, pour briser un peu l'immersion. L'objectif, c'est clairement de lutter contre le risque d'addiction. Et là, on touche vraiment au cœur de la loi. C'est la réponse directe aux tragédies qu'on a évoquées. Il ne s'agit plus seulement d'informer, mais d'agir. Les entreprises ont maintenant une obligation légale de mettre en place des systèmes pour détecter la détresse psychologique et orienter les gens vers une aide réelle, humaine. Et enfin, ce 3e pilier, c'est celui qui garantit que la loi ne sera pas juste des mots sur du papier. Les entreprises devront prouver qu'elles respectent les règles via des audits. Et surtout, les victimes pourront porter plainte et demander réparation. Ça, c'est un changement énorme qui donne un vrai pouvoir aux utilisateurs. Évidemment, une loi aussi nouvelle, aussi forte, ça a suscité un soutien massif, mais aussi des débats assez intenses. Analysons un peu les forces en présence. Regardez ces chiffres, ils sont assez incroyables. Dans un climat politique souvent très divisé, ce soutien quasi unanime montre à quel point les élus, qu'ils soient démocrates ou républicains, ont tous senti l'urgence d'agir sur ce sujet. Le débat, au final, il tourne autour de l'éternel équilibre. D'un côté, on a les partisans de la loi qui mettent en avant la protection de la santé publique, surtout des plus jeunes, et de l'autre, les opposants qui s'inquiètent d'un possible frein à l'innovation et d'atteinte à la liberté d'expression.
Cette citation d'une experte en bioéthique, elle résume très bien l'argument principal des pro-lois. On ne parle plus seulement de régulation de la tech, mais bien de santé publique. Et c'est cette perspective qui a vraiment fait pencher la balance. Alors, que se passe-t-il maintenant? Jetons un œil au calendrier de mise en place et à ce que cette loi pourrait changer pour l'avenir. Le calendrier est assez précis. Le projet a été introduit en janvier 2025, la loi signée en octobre de la même année. Dès le 1er janvier 2026, la plupart des règles sont entrées en vigueur, donc les entreprises ont dû s'adapter très vite. Et à partir de juillet 2027, les rapports annuels sur la prévention du suicide commenceront, ce qui permettra de mesurer l'impact réel de ces mesures. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Il faut comprendre que quand la Californie légifère sur la tech, le reste du monde regarde. Souvent, les entreprises préfèrent appliquer la règle la plus stricte à tout le monde, plutôt que de gérer des versions différentes de leurs produits. Donc, cette loi pourrait avoir un impact bien au-delà des frontières californiennes. Au final, la question fondamentale reste la même. Est-ce que cette loi a trouvé le juste équilibre entre la protection des personnes et la liberté d'innover? C'est le grand défi que toutes nos sociétés vont devoir relever avec une technologie qui redéfinit jusqu'à la nature de nos relations.